Et bonjour tout le monde, c'est Gizat Magic. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas joué à Final Fantasy VIII, vous serez certainement très content d'apprendre que Zeldincht, avec sa crête là, est un personnage jouable de Final Fantasy VIII. Sa personnalité forte et dynamique, il est jeune et dynamique, contraste avec le silence glacial de son maître Squall. Ah non, pardon. Zell est un maître du combat au corps à corps et préfère laisser ses poings le guider hors des situations où sa bouche ne peut plus rien faire. Ça par contre c'est l'inverse des gens jeunes et dynamiques. Voilà. Qui utilisent beaucoup plus leur bouche que leurs poings. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Zeldincht aujourd'hui? Nous sommes le 18 mars et il me semble que c'était hier ou avant-hier. On a eu ça, voilà, Zeldincht. On parlera du set FF7 un peu après. J'attends que les decklists soient des decks préconstruits soient révélés pour faire, je pense, une vidéo sur chaque deck préconstruit. Et puis, bref, en attendant, je parlerai peut-être de cartes au cas par cas qui sont intéressantes. Comme on a fait pour le cactus la semaine dernière. Là. Vous savez ce que c'est mon problème? Le problème, c'est que j'aime sincèrement le jeu. Et j'aime bien les trucs pourris, j'aime bien la merde. Mais au moins le cactus, tu pouvais tuer un adversaire avec, parce qu'il avait 10 000 d'attaque. Lui, c'est plus compliqué. Mais on va quand même voir ce qu'on peut faire avec. Donc on a cette nouvelle créature légendaire rouge qui a été révélée. C'est un humain, bon. Donc on va imaginer qu'on veut le jouer en commandant, et on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc uniquement en mono rouge, et avec du vert ce serait mieux, mais... on va essayer de voir de quelle manière on peut vraiment optimiser ou trouver des trickshots avec son effet en imaginant que c'est notre commandant. Mais bon. Il souffre quand même beaucoup de la comparaison avec les autres commandants mono rouge, mais je vais en reparler un peu plus tard. 3-3, alors 0-3 pour 3, mais il a plus 1 plus 0 pour chaque land que tu contrôles. Ok. Donc imaginons il est là tour 3, t'as 3 terrains, il est 3-3. Ok. Ce qui est intéressant, c'est, bon, s'il se fait tuer et que tu le rejoues plus tard dans la partie, en théorie, il aura gagné beaucoup d'attaques, et si jamais tu arrives à avoir énormément de terrain en jeu, bon, il mettra quand même des sacrées pêches. Encore faut-il qu'il mette les patates, parce que il n'a pas de mots-clés, il n'a pas le trample, il n'a pas la menace, bon, bref. Mais bon. On va voir, il y a une des cartes dont je vous parlais tout à l'heure qui file le trample, bon. Bref, on va faire un peu comme pour la vidéo avec le cactus. Vous pouvez jouer un terrain de plus durant chacun de vos tours. Uniquement vos tours. Aucun rapport avec l'oiseau. Et au début de ton étape de fin, tu renvoies un terrain que tu contrôles dans ta main. Dans la main de son propriétaire, pardon. Mais on va voir si on trouve des trickshots pour voler des landes à l'adversaire, et comme ça c'est des landes à l'adversaire que tu lui renvoies dans sa main. Bon. À part voler une Dryad Arbor avec une carte rouge qui prend le contrôle, et après tu le renvoies dans la main de l'adversaire. Bon. Allez. Donc, j'ai fait un plan. Premièrement, bon, on va voir vite fait quand même comment, si on n'a pas de trickshot spécial, quel intérêt à mettre un terrain en plus par tour, bien qu'il revienne à la main à la fin du tour. Et surtout, voilà le petit trickshot pour comment optimiser cet effet. Et très vite, on va passer à des choses bien plus intéressantes. Bon, on va parler d'un petit paquet de cartes avec le Landfall, le touche-terre. Qui par définition marche très bien avec ça. Ensuite, on va parler des terrains qui font quelque chose quand ils arrivent en jeu. Il y en a quelques-uns. Je vais vous parler de vieilles cartes, autour de 2010 à peu près. Donc il y a quelques petits trucs intéressants quand même. L'intérêt évidemment, je développerai après. On va parler ensuite des cartes qui conservent le mana. Petit trickshot qui peut être intéressant. Bon, je n'ai noté que 3 cartes, mais on va en parler après parce qu'il y en a une qui est très bien. Et enfin, on va parler de... En tout dernier, on parlera de cartes qui peuvent comboter avec le fait d'optimiser le fait d'avoir un mana en plus. Et même si tu le sacrifies,
eh bien, ça ne constituera pas une perte de tempo pour autant, justement parce que tu as un mana en plus. Bon, pareil, je redéveloppe après. Bien, donc tout de suite, qu'est-ce que c'est le premier intérêt? Bah, l'intérêt, c'est que, il y en a plusieurs, bon déjà, c'est que vous donnez un point d'attaque à votre Zeldincht. Bon, allez, il peut monter assez facilement en attaque vers la fin, déjà vers le milieu de partie, donc si vous lui mettez, je sais pas, on est en rouge, il pourrait très bien avoir la double initiative, donc il y a une carte dont on va reparler juste après aussi qui peut faire une deuxième phase d'attaque, donc on pourrait imaginer arriver aux 21 dégâts avec lui. Bon, pour faire les 21 dégâts de commandant et pour tuer. Bon, le deuxième effet, c'est évidemment d'avoir... On est en mono rouge. En mono rouge, on aime bien jouer des créatures à 1 mana. Et le fait d'avoir 1 mana rouge en plus, eh bien, potentiellement, si vous êtes en train d'agresser votre adversaire, ça vous donne une créature à 1 mana par tour, en plus par tour. Un one drop intéressant par tour. Ça peut être une Vive-Lance du monastère, ça peut être un guide gobelin, ça peut être tous les tours 1 rouge qui sont très bons. Je vais vous parler d'un autre juste après, justement, qui marche uniquement dans un deck comme ça. Donc, imaginez vous agressez, imaginons que vous êtes sur le play, hop, vous arrivez tour 3, vous posez, vous avez 3 landes, vous posez Zeldincht, vous avez un petit land en plus, parce que vous aviez un land dans votre main en plus, et votre adversaire a potentiellement, je sais pas moi, juste un elfe en jeu, juste une mer des runes, juste une carte, tu vois. Et en fait, vous avez déjà joué une créature sur votre tour 1, votre tour 2, vous jouez Zeldincht sur votre tour 3, et vous jouez en plus une extra créature, un extra guide gobelin sur votre tour 3. Franchement, c'est que ça tabasse quand même, hein. Ça tabasse quand même. Mais faut tuer vite, hein, parce que déjà tour 3, normalement votre adversaire il a... voilà. Si vous n'êtes pas sur le play, c'est moins fort. Mais l'option d'avoir une créature en plus rouge par tour, là, c'est pas si mal. Et vous pourriez très bien imaginer avoir des cartes rouges qui reviennent dans votre main après, hein. Type le ninja de Néon Dynasty, là, le ninja 2-2 célérité pour un rouge, qui revient dans votre main à la fin du tour, tu vois. Donc, il y a quand même un intérêt agressif qui n'est pas négligeable. Mais ça, c'est seulement en duel. Parce qu'en multijoueur, ça, je pense que on s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une foudre en plus. Bon. Un lightning strike, une chaîne d'éclairs, un truc. Ok. Alors, le deuxième petit trickshot, bon, c'est évidemment, si jamais vous avez dans votre deck des terrains qui arrivent engagés. Des terrains qui arrivent engagés. Bon. Et ben vous faites exactement comme lorsque vous jouez, vous savez, les landes qui arrivent, les landes là de Ravnica là, qui arrivent engagés et qui fournissent 2 mana, mais il faut renvoyer un truc en main. Et ben vous faites pareil en fait, vous engagez un land, vous utilisez ce mana, et ensuite vous jouez votre land engagé, et à la fin de votre tour, vous renvoyez un land dont vous savez que vous pourrez le rejouer au prochain tour en arrivant d'étape. Donc vous pouvez annuler en quelque sorte le désavantage, le drawback, d'avoir un land qui arrive tape. Mais on est en aggro mono rouge, donc normalement on aime bien avoir uniquement des lands qui arrivent tape. Et je me rends compte que la musique est ridicule, parce que j'ai mis en fait une compilation là de... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette chiasse? Voilà. Parce que je l'ai pas joué à FF8 en fait, je connaissais que juste par culture générale du gaming, la première musique là. Mais bon, allez, continuons. Bon, tout de suite, passons aux cartes avec le touche-terre. On va aller sur Magicville directement. Et, qu'est-ce qui est bien? Allez. Bon, on va parler du touche-terre et puis on va parler Retreat to Valakut. Alors, on est comment là? Oh là, ça branle du chef.
Je vous la remets, attention, je vous la remets bien. Voilà, repli vers Valakut, une carte de 2014 ou 2015 ou 2015. Donc c'est quoi le touche-terre? Pour les plus vieux joueurs, pour les petits nouveaux, le touche-terre c'est quoi? C'est un mot-clé qu'on a vu plusieurs fois déjà. Hein. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous choisissez un effet. Donc il y a plein de cartes qui ont ça, hein. Il y a des rituels, des enchantements, des créatures. On va en voir une petite brassée qui peuvent être intéressantes avec ce deck. Et l'idée c'est évidemment que vous pouvez jouer un terrain supplémentaire, et bien vous pouvez trigger le touche-terre une fois de plus. Ici ça fait quoi? La créature ciblée gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour, et la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Bon, l'intérêt c'est quand même qu'il y a une très bonne synergie. C'est que vous jouez votre land, mais à la fin du tour, vous le renvoyez dans votre main. Ça veut dire que, à chaque tour, vous avez au moins un land à rejouer pour trigger un touche-terre de plus. Donc avec touche-terre, c'est quand même la synergie qui me semble la plus intuitive et la plus efficace. Bon, c'est intéressant, les effets sont intéressants, hein, puis sachant que c'est un enchantement, c'est pas game breaker, votre adversaire va pas le péter. Donc ça peut faire des trucs, hein. Hop là, vous pouvez empêcher une créature de bloquer ou un boost. Bref, c'est une petite carte assez polyvalente, j'aime bien, ça me plaît. Deuxième carte. Ah oui. C'est quoi? Akoum Hellkite. Escouflant fer d'Akoum. On est dessus? Parfait. Bon, en duel, non, mais ça coûte quand même trop cher, mais... Vol. 4-4 pour 6. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, je vais pas répéter cette phrase à chaque fois, hein. Je vais juste dire touche-terre ou landfall. Il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Si c'était une montagne, il inflige 2 blessures à la place. Bon, potentiellement, vous mettez 4 dégâts par tour. Voilà, en multi, si vous montez ce deck-là en multijoueur, cette carte a sa place. En duel, absolument pas. C'est beaucoup trop lent. Mais bon, c'est pas un mauvais effet touche-terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Valakut Exploration, c'est ça? Exploration de Valakut. Ah, celle-là, je la trouve très bien. Un enchantement, encore une fois. Coûte 3. À chaque fois, vous pouvez exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez la jouer tant qu'elle reste exilée. Bon, c'est très bien parce que, déjà, d'une part, la carte que tu laisses exiler, tu peux la jouer. C'est pas seulement genre jusqu'à la fin de ton prochain tour et ça. Non, ça te fait littéralement 2 cartes, parce que tu fais faire 2 landfall. Ça te fait 2 cartes virtuellement dans ta main, enfin exilées, mais 2 cartes jouables en plus par tour. C'est génial, non? C'est vraiment très bien. Et au début de ton étape de fin, s'il y a des cartes exilées par l'exploration de Valakut, tu les mets dans le cimetière de leur propriétaire. Puis, l'exploration de Valakut inflige autant de blessures à chaque adversaire. Bon, si tu ne joues pas ces cartes... J'avoue, ça counter un peu ce que je viens de dire, mais si tu ne joues pas ces cartes, il y a de toute façon un avantage. C'est que tu vas venir mettre des points de dégâts à ton adversaire. Donc c'est très bien. Pas de regret à ne pas pouvoir jouer des cartes. Et surtout, pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'imaginons que tu n'as pas de deuxième land. Et ben ça se trouve, cette carte-là va venir prendre un land qui se trouvait sur le dessus de ton deck et te donner le deuxième land pour refaire un deuxième touche-terre. Donc je pense que celle-là, c'est la meilleure. Hein. C'est une des meilleures de ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, next. Celle-là, elle est très bien. Akoum Hellhound, le chien de l'enfer d'Akoum, Cerbère d'Akoum. Qu'est-ce que ça fait? Je vous parlais il y a 3 minutes d'une carte à 1. C'est celle-ci. Ça coûte 1, c'est 0,1, mais en landfall, elle va gagner plus 2 jusqu'à la fin du tour. Bon, en théorie, vous avez une 2-3 pour 1, comme le Gorille Beringay, par exemple. Mais l'idée, c'est que, grâce au touche-terre, en fait, vous avez une 4-5 pour 1. Franchement, c'est quand même très menaçant. Ça, c'est jouable dans très peu de decks, voire aucun deck. Voire juste, je sais pas, des decks touche-terre en moderne, mais non, même pas. C'est une très mauvaise carte. Mais je pense qu'on tient là peut-être un des 2-3 seuls decks où vous pouvez vraiment optimiser cette carte-là. Donc,
Cerbère d'Akoum. Excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Togo. Togo, c'est une créature légendaire d'il y a quelques années. 2-2 pour 3. À chaque fois qu'un terrain... Alors, il n'y a pas le mot-clé touche-terre, mais c'est la même idée. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous ton contrôle, tu crées un artefact équipement roche. On voit que c'est un gobelin qui tient un caillou. Et en fait, tu peux l'équiper. Alors, ça s'équipe pour 1. Et tu peux payer 1 et tape ta créature. Tu sacrifies la roche et tu mets 2 blessures n'importe où. Bon, l'idée, c'est que tu peux juste... aller chercher des dégâts en plus en fait. La roche n'est pas légendaire, donc tu peux faire plein de rochers et ça te donne potentiellement des petits voilà, des petits effets pour mettre 2 points de dégâts activés par-ci par-là si tu as un land en plus. Et tu as un land en plus, parce que ça coûte 1, tu vois, ça coûte 1 d'équiper, ça coûte 1 pour activer, pour mettre les 2 points de dégâts. Au final, on peut dire que tu as payé 2 pour mettre 2, mais tu as des lands en plus. Tu as des landes en plus. Et j'en profite pour vous parler de Cité des Traîtres. Bon alors, Cité des Traîtres, c'est une carte qui coûte 250 €. Mais ici, ça coûte 2 incolores. Et il y a pas mal de terrains qui sont intéressants parce qu'ils fournissent 2 incolores. Le meilleur étant celui-ci. Normalement, c'est joué dans les decks verts. Mais là, vous l'avez. Vous voyez? Ici, bon, la carte coûte 250 €, mais ça arrive untap. Ça fait 2 mana incolores, mais on pourrait parler de Ancienne Tombe, on pourrait parler de Veine de Cristal. Veine de Cristal marche pas pour le coup, parce que tu dois la sacrifier. On pourrait parler de... comment ça s'appelle? Temple de la Fausse Divinité, pourquoi pas? Bon. Tu mets 2 mana, et en fait l'idée c'est que si t'es traître, si tu joues un land, tu dois la sacrifier. Mais imaginons, celle-ci tu la joues en 2e dans ton tour, et à la fin de ton tour, tu la renvoies dans ta main. Au tour d'après, tu joues une montagne. Avec l'effet de ton commandement, tu rejoues Cité des Traîtres. Et en fait, grâce à... Je pense que c'est excellent, Cité des Traîtres, parce que... Là, j'en profite pour vous en parler maintenant, parce que en plus, ça fournit les 2 incolores. Les 2 incolores qui marchent pour payer la carte qu'on a vue juste avant, là, pour mettre les 2 points de dégâts avec le token caillou. Et voilà, excellent. Ici, la Cité des Traîtres, normalement, si tu joues un land, tu dois la sacrifier. Mais tu vas la renvoyer dans ta main. Et tu pourras la rejouer au prochain tour, avant de la re-renvoyer dans ta main. Donc tu n'as jamais le drawback de Cité des Traîtres. Donc c'est une excellente carte dans ce deck. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Morang. Ah, Morog. Pareil, carte intéressante. Bon, 6-6 pour 4, ça coûte cher, mais chaque créature que vous contrôlez gagne +1/+0 pour chaque fois qu'il a attaqué ce tour-ci. Très bien, il y a un boost, mais en plus... le touche-terre, ça fait que si c'est ta phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après celle-ci. Tu dégages toutes les créatures que tu contrôles. Si tu fais 2 touche-terre, tu fais 2 nouvelles phases d'attaque. Il y a moyen d'abuser avec lui là, hein. Il y a moyen de... Et il a même pas besoin d'attaquer lui, tu vois. T'as juste besoin de faire le touche-terre en fait. Bonne carte, très bonne synergie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est quoi? Plated... Ah oui, alors, je vais vous sortir quelques communes un peu nulles, mais qui dans ce commandant-là font quand même des trucs intéressants. Un 1 pour 2 initiative, il y a un mot-clé, c'est cool. Et à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, il a +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est un peu la même idée que le chien de l'enfer, là, qu'on a vu juste avant, sauf que le chien est bien meilleur parce qu'il coûte 1. Mais ça me gagne +2/+2. Un land +2/+2. Tu le fais 2 fois. Elle est virtuellement 5-5 initiatives pour 2. C'est intéressant. Et c'est pour le coup bel et bien le seul et unique deck où tu peux jouer ça. Hein, parce que... Sinon, absolument pas. Ok, next. Alors là, il y a une vieille carte, mais cette carte a été rééditée dans le 3e Zendikar en 2020, je crois 2021, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je vous ai mis ensuite? Ah ouais. Intéressant celle-là. Embodiment of Fury. Je vous parlais tout à l'heure d'une carte, il y a 10 minutes là, qui file le trample. 4-3 pour 4. Les créatures terrain que vous contrôlez ont le piétinement, ça donne le piétinement. Et à chaque fois que tu fais un landfall, tu peux transformer un terrain
en créature 3-3 élémentale célérité jusqu'à la fin du tour. Pareil, la tempo est assez folle. Imaginons que tu l'as en jeu, tu joues un land, tu le transformes, tu joues un autre land avec ton commandant, tu le transformes. T'as payé 4 pour jouer ce truc-là, mais en fait, virtuellement, tu as 2 3-3 célérité en plus. La tempo est vraiment très très puissante, hein, quand même. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Akoum Stone, c'est ça? Stonewalker. Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas ça. Akoum Stonewalker. Je sais plus ce que c'est. Ah ouais, lui. Bon, c'est probablement la plus mauvaise carte de toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui. En touche, c'est une 2-1 pour 2. Bon, à la limite. Elle est pas spécialement là pour attaquer, mais elle dit qu'en landfall, tu peux payer 3, et si tu payes 3, tu as un jeton de 3-1 élémental piétinement célérité, mais tu l'exiles à la fin du tour. Bon, l'idée c'est que si tu as du mana en plus, et ben en fait tu peux très bien générer, tu auras assez pour générer 1 ou 2 élémentaux 3-1 célérité, piétinement, allez, même pas en milieu de game, mais en late game, tu vois, bon, donc... En fait, ça peut être même ton mid game et ton late game. Imaginons que tu as un deck avec uniquement des cartes avec des coûts très bas. Ce truc-là peut potentiellement pondre 2 élémentaires par tour. Donc, non négligeable, mais c'est quand même assez trash tier. Hein. Ensuite, Searing. Donc évidemment, cette partie-là de la vidéo, c'est la plus longue, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes avec touche terre qui sont ok. Searing Blaze, c'est avec un A. Brasier calcinant. Celle-ci, elle est jouée des fois dans mono rouge. C'est un éphémère avec le touche terre. Bon, ça coûte 2 rouges, on est en mono rouge, c'est pas un problème. Inflige une blessure au joueur ciblé et une blessure à chaque créature que ce joueur contrôle. Non, à la créature ciblée que ce joueur contrôle, c'est plutôt nul. Ou alors à la limite pour tuer un elfe, tu vois, si vous voulez vous commencez et que vous tuez un elfe de la noire, ça vous met vraiment bien quand même. Mais en touche terre, si jamais t'as eu touche terre, eh bien ça met 3 blessures et 3, enfin ça met 2 fois 3 blessures au lieu de 2 fois une blessure, donc c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Zektar Exploration. À l'époque, attends, Zektar? Ah, Zektar Shrine Expedition, ouais, ok. Bon, je l'ai mise, mais elle, je pense qu'elle est pas terrible non plus. C'est un enchant. On avait une petite série de cartes à l'époque. Il y en avait dans toutes les couleurs. Et là, je vais vous montrer les rouges. Ils disent qu'en touche terre, tu mets un marqueur quête sur ces trucs-là. Et ensuite, tu peux en retirer pour... voilà. Donc lui, tu peux retirer 3 marqueurs quête. Et tu la sacrifies. Et ça fait un 7-1 rouge piétinement célérité, mais tu l'exiles à la fin. Bon, l'idée, c'est que tu as payé 2. Et au tour, pas tour 3, mais au tour 4, tu pourras faire un 7-1 piétinement célette. Ça tabasse quand même, hein. Ça tabasse. Tu passes ton tour 2 à ne rien faire. Mais ça tabasse. Mais ton tour 1, t'as joué n'importe quel drop 1 fort. Tour 2, tu joues ça. Tour 3, tu joues Zeldninch, là. Avec ton petit mana en plus, tu rejoues un tour 1 de ta main. T'as déjà mis 2 marqueurs là-dessus. Tour 4, tu attaques avec Zeldinch, qui aura 5 d'attaque. Tu attaques avec ton 7-1, ça fait 12 dégâts. Et tu attaques avec 2 autres, voire plus. Parce que tu vas... Parce qu'en fait, tu auras 5 mana possible de... Ok. Tu attaques avec 2 autres tour 1, celui que tu as joué au tour 1 et celui que tu as joué au tour 3 avec l'extra mana. T'as vite les 20 dégâts quand même, hein. Bon, intéressant. J'aime bien la carte. Une autre quête, c'est la dernière carte touche terre qu'on va voir aujourd'hui. Quête... Bon, attendez, je vais vous le mettre en anglais. Quest of the Pure Flame. Putain, c'est fort de Pure Flame. Va te faire enculer. Pure Flame.
Quest for the Pure Flame, ok. Qu'est-ce que ça fait? C'est intéressant, ça ne coûte que 1. Alors, tu mets les marqueurs quêtes, très bien. Tu retires 4 marqueurs quêtes, mais pareil, tu pourras le trigger tour 3. Non, tu pourras le trigger tour 4. Tu la sacrifies. Si n'importe quelle source que tu contrôles devait infliger des blessures à une créature ou à un joueur ce tour-ci, elle en inflige le double. Tu vois la combo avec le 7-1 là qu'on vient de voir juste avant? Au lieu de mettre 7, tu mets 14. C'est pas hyper fort? Ça m'a l'air hyper fort. Bon, hyper fort, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a l'air très intéressant. En plus, tu le fais en éphémère, tu vois, ça n'a pas de coût, à part retirer les compteurs. Mais ça, tu l'as joué tour 1, c'est pas, ce sera facile à faire. Ok, deuxième partie. On va parler des landes qui font des trucs. Et vous allez très vite comprendre ce que je veux dire avec une carte de 2015, les cimes surgissantes. Zendikar est un plan qui joue beaucoup avec les terrains, avec le landfall, etc. Et donc il y avait pas mal de terrains qui faisaient des trucs. Il y en a d'autres, mais celui-ci me paraît vraiment intéressant. Quand il arrive en jeu, il arrive engagé. On s'en bat les couilles, on est en aggro rouge. On a beaucoup de créatures qui ne coûtent rien. Quand elles arrivent en jeu, tu vas filer +1/+1 et l'initiative à une créature jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez compris le truc, tu le joues, tu le renvoies dans ta main à la fin, et à chaque tour, tu as, en plus de ton land, puisque on va considérer que ça, là, c'est ton extra land, à chaque tour, tu peux être +1/+1 init à une créature jusqu'à la fin du tour. C'est intéressant quand même, hein. C'est quand même hyper intéressant. Ça, pareil, hein, c'est jouable dans quasiment aucun deck, voire aucun du tout, mais bah là, ça devient jouable, donc j'aime beaucoup. Dans le même genre, je vais vous parler de Smoldering Spires. Bon, c'est pareil, c'est un terrain commun, pareil. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Quand il arrive en jeu, une créature ciblée ne peut pas bloquer. Ce qui est très intéressant parce que, rappelons-le, Zeldincht n'a aucune capacité d'évasion. Donc on aime bien lui trouver des moyens pour qu'il puisse rentrer les points de dégâts. Et bien en voilà un. Grâce à ça, à chaque tour, tu empêches une créature adverse de bloquer. C'est quand même très intéressant. Et pareil, ça, tu peux le jouer nulle part, sauf là-dedans, quoi. Donc c'est cool. Parlons d'un troisième comme ça. Teetering Pix, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Lui, c'est le moins intéressant des trois. Ça fait juste +2/+0. Mais si vous avez... Bah, ça vous fait comme un boost de +2/+0 par tour. Donc c'est quand même... Bah, vous avez un land qui fait un truc en fait. Tout ça là, faut les voir comme des boosts gratuits à chaque tour. Et ils reviennent dans ta main, donc tu peux les refaire. Il y a une énorme récurrence. C'est absolument génial. Absolument génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dwarven Mine, une carte du premier Eldraine. C'est ça? Hop là. Bon, lui, l'idée, c'est qu'elle arrive engagée à moins que tu n'aies au moins 3 autres montagnes. Et quand elle arrive en jeu, dégagée, donc ça se fera quand même assez vite. Bah, à partir au tour 3, en fait, hein, ça se fera. Eh bien, tu crées un jeton 1/1 rouge nain. Bon, c'est pas fantastique, mais potentiellement, tu crées un jeton 1/1 par tour. Donc, intéressant. Encore une petite possibilité, un petit détail qui fait le taf, tu vois. Bon, je vais vous parler évidemment de Valakut, mais... Juste pour vous parler de Valakut, mais... Putain. Bon, je vais vous le chercher sur Google Images, celui-là. Valakut. Voilà. The Molten Pinnacle. Valakut, The Molten Pinnacle. Hop là. Bon, il y a un deck en moderne qui fait combo pour tuer avec ça, mais sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça arrive engagé. À chaque fois qu'une montagne arrive sur le champ de bataille sous ton contrôle, si tu as au moins 5 autres montagnes, Valakut, ça met 3 points de dégâts n'importe où. Bon, bah vous avez compris, hein, l'idée c'est de... Tu le joues, bon, et puis vu que tu as Landfall et que tu peux mettre 2 montagnes par tour, tu mets 6 points de dégâts par tour potentiellement avec ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et ensuite... Ah oui.
Oui. Je vais vous parler quand même de... putain, comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette putain de carte? Neon Dynasty Red Channel Land. Voilà, Sokenzan. Sokenzan, le creuset de la défiance. Sokenzan, Crucible of Defiance. Ok. Bon, on en a déjà parlé, mais vous savez, c'est les 5 landes là de Neon Dynasty ont un effet quand tu les défausses. Bon, lui, l'effet quand tu le défausses, c'est que tu vas créer 2 jetons esprit. Elles ont la célérité, donc bon, allez, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est quoi? Ça se trouve, ça, tu l'as dans ta main de départ. Et t'as envie de le jouer. Mais peut-être que plus tard, quand tu auras assez de land, vers le mid-game, tu as envie de le remonter dans ta main pour pouvoir activer son effet depuis ta main et le défausser. Donc l'idée, c'est que grâce au pouvoir de Zeldin, eh bien, tu peux remonter ça et tu peux profiter en début de game de son effet juste de terrain de créer un mana. Mais si tu as besoin d'aller chercher des petits dégâts qui te manquent, eh bien en seconde partie, en mid-game, tu pourras, grâce à l'effet de Zeldin, remonter ça et le jouer pour sa capacité de transfert, de channel. Donc, petit détail, c'est intéressant. Et ensuite, j'aimerais vous parler, voilà. Alors, j'ai trouvé ce site-là. Oh là là, putain. Alors, attendez, je vous remets tout bien. Ce site, c'est un... On en a déjà parlé, pareil, de ces cartes. On en a déjà parlé la semaine dernière avec le cactus. Bon, en gros, ce sont toutes les cartes qui sont recto verso et qui font land et qui ont un spell de l'autre côté, vous voyez. Vous pouvez très bien jouer, par exemple, Stoneforge Valakut en début de partie, là, celle-là, et ça vous fait un terrain. Mais vous pouvez très bien, plus tard dans la partie, le remonter en main. C'est toujours le même trickshot, maintenant, c'est tous les lands que tu peux remonter pour utiliser leur autre fonction plus tard dans la partie. Voilà, celui-là te fait piocher des cartes, plus 1, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a plusieurs. Si vous avez bien suivi la dernière fois, on avait parlé de Furie de Kazul, qui est juste là. Vous voyez, hop. Et pareil, hop, tu joues le land. Enculé, reviens. Tu joues le land, tu le remontes, et puis ça va être très très intéressant, justement, je pense que c'est vraiment le meilleur à exploiter ici. Parce que tu peux... Zeldinst va très vite grossir en attaque. Et vu que ça fait un effet fling, tu sacrifies un truc pour mettre les points de dégâts, égaux à sa force, eh bien, celui-ci, c'est must-have carrément. Ensuite, pareil, Shattering Skull, c'était le terrain mythique de Zendikar Rising. Et ben, tu vois, hop, tu peux jouer ça. Et après, tu peux le remonter. Alors ça, c'est intéressant, ça met X dégâts divisé jusqu'à 2 cibles, créatures ou Planewalker. Ça va pas dans les joueurs, mais bon. Et 6X, c'est plus, tu doubles. Bon. C'est pas fantastique. Mais encore une fois, tu peux optimiser le fait d'avoir un terrain qui se tourne. Il y en a 2 autres, c'est ça, il y en a seulement 2. Non, il y en a 3 autres, Il y a lui là, Spikefield Cave. C'est quoi son effet? Ça met 1 point de dégâts, et si un permanent meurt ce tour-ci, tu lui exiles à la place. Écoutez, c'est intéressant. C'est pas mauvais du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Donc lui, qu'est-ce que ça fait? Tu prends le contrôle d'une créature et tu la rends à la fin du tour. Bon, pour 5. Mais en général, ça là, les effets en duel, n'importe quoi d'ailleurs. Moi, j'ai déjà tué un mec en lui volant son Maritlag et en lui mettant les 20 dégâts avec son propre Maritlag. Donc ces trucs-là, en général, c'est vraiment à pas sous-estimer. Et puis de l'autre côté, vous avez un land, évidemment. Et ensuite, parlons du dernier. Bon, le dernier, c'est lui. C'est une créature, c'est tout. Hein. C'est une créature absolument injouable. Mais bon, si en fin de game, vous avez besoin d'une créature, vous remontez ce land-là en main, et vous pouvez jouer votre 4-5 piétinement. Et voilà! 5e partie de la vidéo. 5e. J'essaie d'aller un peu plus vite quand même.
On va retourner sur Magicville ici, là. Hop là, voilà. Je remets un peu plus gros. Hop là. Donc on va parler maintenant de 1, 2, 3, 5 cartes. Il reste 8 cartes dont on va parler aujourd'hui, je crois. On va parler des cartes, vous allez comprendre. L'intérêt d'avoir du mana en plus, même si tu remontes le land après, c'est que tu vas pouvoir générer du mana. Il existe des cartes type Tyran des lignes ley qui font que tu ne perds pas ton mana qui n'est pas utilisé. Lui, il est intéressant. Tu ne perds pas le mana rouge. En plus, il est 4-4 pour 4 vols. Donc, c'est un dragon, mais qui ne coûte pas cher. Hein. Et en plus, ça se curve bien parce que ton commandant coûte 3. Tu pourrais très bien jouer ça sur ton tour 4. Etc. Tu ne perds pas le mana rouge quand les étapes et les phases se terminent. Donc, c'est très intéressant. Et quand il meurt, tu peux payer autant que tu veux de rouge. Et rouge, c'est le... Et ensuite, tu mets ce même nombre de dégâts n'importe où. Donc, Tyran des lignes ley me semble vraiment très très bien dans un deck comme ça. Et pareil, il y a d'autres cartes qui... Bon, il y a Birgi, déesse des comptes. Alors, pourquoi je la mets? Elle est pas spécialement folle, hein, tu vois. Mais l'idée, c'est quoi? Bah, c'est qu'encore une fois, si jamais tu n'as rien à faire avec ce mana en plus, quand bien même tu le remontes en main, tu ne perds pas le mana. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis bon, ouais, elle joue avec la vantardise. Bon. Allez, on parle de Birgi, mais en vrai, c'est vraiment c'est vraiment la moins synergique de toutes les cartes dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Braid of Fire, il me semble que c'est bien ça. Braid of Fire, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, je connaissais pas la carte. Je connaissais pas cette carte, je l'ai découverte en faisant la vidéo. Un vieil enchantement de Ice Age. L'entretien cumulatif. En gros, l'entretien cumulatif, c'est un vieil effet qu'on n'a pas revu depuis, je crois. Au début de ton entretien, il y a un effet, et puis tu mets un compteur âge sur ce truc-là. Et ensuite, eh bien, tu dois sacrifier la carte, à moins de payer le coût pour chaque compteur âge. Mais ici, il n'y a pas tellement de compteur âge, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est que tu ajoutes, si j'ai bien compris la carte, hein, c'est que tu ajoutes un mana rouge à ta réserve. Ensuite, tu mets un compteur âge sur ce truc-là. Deuxième tour où tu l'as, tu vas ajouter 2 mana rouges. Enfin, en vrai, c'est plutôt troisième tour où tu l'as, tu vas ajouter 2 mana rouges. Quatrième tour, tu vas ajouter 3 mana rouges. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça combote avec les cartes. Enfin, ça synergise bien avec genre Tyran de Valakut qu'on a montré juste avant. Donc, c'est intéressant. Et puis aussi parce que c'est un deck où t'aimes bien avoir beaucoup de mana disponible dans le début de mid-game pour pouvoir un peu abuser de certains trucs, beaucoup de cartes dont on a déjà parlé aujourd'hui, qui ont besoin de mana pour activer leurs effets. Donc, voilà, Braid of Fire, je pense que ça a sa place, si vous jouez le Leyline Tyran, là, qu'on a vu juste avant. 2 autres cartes. Raise. Attendez. C'est pour après, ça, normalement. Ah ouais, ça c'est génial. Génial. L'idée, c'est que le fait que vous pouvez jouer un terrain en plus, ça vous donne un avantage de tempo. Là, ce qui se passe, c'est que pour jouer, c'est un rituel qui coûte 1, mais tu dois sacrifier un land. Et tu détruis le target land. L'idée, c'est que ça t'a coûté 1, et ça fait perdre une tempo incroyable à ton adversaire, encore plus si tu lui pètes un land qui lui fournit genre un land tricolore, tu vois. Tu peux le baiser sur ses couleurs. Donc, l'effet est génial. Pour seulement 1, tu es trop content de le faire. En plus, en mono rouge aggro en plus. Et ça ne t'a coûté que 1. Mais ce petit 1, c'est censé te faire perdre de la tempo, si tu veux. En mono rouge, t'as pas envie de perdre de la tempo. Mais cette tempo, en fait, elle est gratuite parce que c'est un land supplémentaire que tu as joué avec ton commandant. Qui te paye cette tempo. Donc,
c'est virtuellement gratuit pour toi, et tu fais perdre énormément de temps à ton putain d'adversaire. J'adore, génial, génial. Raise, ça déglingue. Ensuite, Ashling. On a bientôt fini, on a bien Ashling de Pilgrim, c'est ça? J'ai jamais joué la carte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attendez, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ashling Flame Dancer. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. 4-4 pour 4. Cool, ça curve bien avec ton mana que tu joues avant. Pareil, tu ne perds pas le mana rouge non dépensé au moment où les phases des étapes se terminent, c'est cool. Et en Witchcraft, sorcellerie, là, tu fais quoi? À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue, tu infliges 2 blessures à chaque adversaire. Si c'est la troisième fois, tu ajoutes 4 mana rouges. Tu ne perds pas le mana. Bon, ça fait des trucs. La carte fait des trucs, c'est cool. La synergie n'est pas totale, mais elle est quand même intéressante. Et puis voilà, ça me semble être une bonne carte dans ce deck. Et dernière partie de la vidéo. Ah, il y aura un petit extra que j'avais pas préparé, mais auquel j'ai pensé en présentant la carte tout à l'heure. Alors, vu que j'ai parlé de Raise à l'instant là, et effectivement, tu as un petit bonus de tempo grâce au mana rouge que tu peux jouer en plus. Ce petit bonus de tempo, il existe des moyens de l'optimiser tout en ne perdant pas la tempo, parce que justement c'est un bonus. Effondrement de la mine, un éphémère qui coûte 4, qui met 5 blessures à une créature ou à un planes. Mais si c'est ton tour, tu peux sacrifier une montagne à la place de payer le coût de mana. Donc potentiellement tu peux le jouer gratuitement. Bam, tu vas détruire le bloqueur d'en face. Tu vas détruire, tu sais, le putain d'arbitre 1-5 là, qui casse les couilles de ouf. Hop, tu le pètes. Tu mets 5 dégâts gratuitement. Hein. C'est quand même hyper fort. Donc, ben voilà. Un sort gratuit. Un sort gratuit. C'est pas gratuit, mais virtuellement, c'est quand même un peu gratuit. Ensuite, il y a quoi? Dans le même genre, il y a Crash. Mettre en français. Voilà, c'est la même idée, hein. C'est exactement la même idée. C'est un instant. Tu détruis un artefact ciblé, mais à la place de payer les 3 mana, tu peux sacrifier une montagne. T'es content de détruire un piège-pont, t'es content de détruire un creuset des mondes, n'importe quelle créature artefact, t'es content de tuer... ouais. Il y a plein de trucs que t'es content de détruire. La carte a largement sa place dans le deck. Ensuite... Ah, Thunderclap, c'est ça. Thunderclap. Qu'est-ce que ça fait, Thunderclap? Bon, c'est encore une fois la même idée. C'est un instant pour 3, ça met 3 à une créature, mais à la place de payer le coup, tu peux sacrifier une montagne. Bon bah pareil, hein, tu baises une créature en face gratuitement, c'est cool. Et dernière petite carte de la journée, Dard de Lave. Ça c'est joué dans les monos rouges aggro. Hein. Ah, l'ancienne illustration, stylé. Bon en gros ça met 1 à une créature ou à un joueur, mais il y a un coup de flashback, c'est de sacrifier une montagne. Et du coup, tu peux mettre un autre. À n'importe quel moment où tu as un truc à 2, où ton adversaire a 2 points de vie, enfin, où tu as une créature à 2 points de vie en face, bon bah tu peux le faire une fois, et puis dans la foulée, tu refais le flashback, et bam. Et tu peux même le faire pendant pendant le tour adverse en fait. À la fin du tour adverse, hop, tu lui détruis son seul bloqueur, et puis tu le finis. Ensuite, hop, le tour passe, c'est à toi. Ah! Pardon. Et puis ensuite, hop, t'as le champ libre pour attaquer. C'est génial. Avant de terminer cette vidéo, on va faire un truc. On a combien là déjà? On est à 45 minutes. Putain, bon. On va faire un truc, je vais aller sur Google Images et je vais taper, parce que vous savez tout à l'heure là, j'étais en train de parler de... Oui, peut-être que tu peux prendre le contrôle d'un land adverse pour le renvoyer en main après. Donc, on va faire 2 petites minutes extra dans cette vidéo, et je vais faire la technique d'aller sur Google Images, de taper MTG Red
Take control of target land. Je pense pas qu'une telle carte existe. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, parlons de Claim the Firstborn déjà. Celle-ci là. Voilà, pour 1, tu prends le contrôle d'une créature ciblée qui fait 3 ou moins de mana, elle a la célérité, tu la rends à la fin du tour. Ça ne coûte que 1! Et tu peux surtout voler la dryade. Pour moi, c'est le meilleur spell pour voler un truc. Déjà parce que tu peux voler les tokens, donc tu peux voler Maritlag, tu peux voler n'importe quel gros jeton. Et tu peux très bien voler des jetons d'une machine give étreinte aussi, hein, par exemple. Et surtout, tu peux... si jamais tu voles Dryad Arbor, tu la remontes dans la main de ton adversaire à la fin de ton tour, donc c'est absolument génial. Qu'on a vu juste avant. Et sinon, est-ce que j'en vois d'autres? Non, j'ai pas l'impression, Bon, écoutez, ça fait une petite cartouche de plus pour le deck, donc c'est quand même sympa. Allez, ça suffit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi savoir. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour optimiser ce petit Zell Dilcht, voilà, qui est là, qui a une bonne tête, il a une bonne tête, il a un peu une tête de... hein, mais il a une bonne tête. Allez, ciao, bye, bon jeu.